Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Et puis à la maison, ça s'est pas bien passé puisqu'il a commencé à regarder en boucle des vidéos de suicide. Moi qui avais une carrière confortable, eh bien j'ai décidé à ce moment-là de quitter ma carrière pour essayer d'entreprendre un chemin d'avenir pour lui. Vous verrez ce que vous verrez à la société de manière générale. Mais nos enfants différents, ils pourront vous étonner parce qu'ils sont capables. Ils sont capables de travailler, ils sont capables aussi de faire des belles choses. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés. Je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de don de soi. Dans ce podcast, si vous nous écoutez régulièrement, nous donnons la parole à des hommes et à des femmes qui nous aident à voir plus loin et qui, chacun à leur manière, portent haut et fort, ou plus discrètement, leur détermination à faire évoluer la société en la rendant meilleure. Notre invité d'aujourd'hui, Olivier Tran, a tout lâché il y a 5 ans pour monter une entreprise et un système d'apprentissage qui fait sens. Et il va tout nous expliquer. Bonjour Olivier. Bonjour Aude. Olivier, vous avez une 40aine d'années, vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la finance, et en 2020, vous décidez de changer totalement de trajectoire professionnelle. Vous êtes, et c'est important, marié, père de 3 enfants, dont votre fils aîné Alexandre est porteur d'autisme sévère. Alors on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie avant ce tournant, une vie professionnelle bien remplie, et une vie de papa avec le handicap d'Alexandre qui devenait de plus en plus lourd à porter pour lui et votre famille? Eh bien, l'histoire d'avant, c'est l'histoire classique de rentrer dans cette société, de pouvoir contribuer, d'être embauché dans une entreprise et puis de poursuivre une carrière, on va dire, comme la plupart des gens. Et puis, en parallèle de ça, en effet, 3 enfants, et dont l'aîné, Alexandre, est autiste sévère. Et donc, notre Alexandre, il a été à l'école comme tous les enfants, et puis un jour, il est sorti du circuit scolaire parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, et il ne sait pas parler non plus. Et donc, à 14 ans, à la fin de l'école primaire, il est resté à la maison. Et puis, à la maison, ça ne s'est pas bien passé puisqu'il a commencé à regarder en boucle des vidéos de suicide. Moi qui avais une carrière confortable, eh bien, j'ai décidé à ce moment-là de quitter ma carrière pour essayer d'entreprendre un chemin d'avenir pour lui, essayer de trouver des voies d'accès à notre monde à nous, à notre milieu naturel ordinaire, pour que nos enfants différents et mon fils Alexandre ils puissent vivre au milieu de nous tous. Je me rappelle que la décision, elle est venue pas d'un bloc, elle est venue au fur et à mesure du temps. Il y a une fracture qui s'est opérée avec le rejet de notre enfant, en fait, de me rendre compte qu'on n'avait pas une société qui permettait à nos enfants différents, justement, de pouvoir vivre des choses aussi fortes, aussi intéressantes, aussi diverses que nos autres enfants. Parce qu'il n'y avait pas de place en institution non plus pour lui? Eh bien non, ça faisait 10 ans qu'on était en liste d'attente pour avoir une place dans un IME. Et qu'on n'avait pas, chaque année, on recevait un courrier qui nous disait qu'il n'y avait pas de place, donc pendant 10 ans. Et donc il s'est retrouvé à la maison, et on payait quelqu'un à domicile, mais sauf que là, ça a dérapé et ça ne s'est pas très bien passé. Donc vous avez décidé vous avez réfléchi, on était en plein Covid, voilà. Puisque ça correspondait exactement à cette période dont nous nous souvenons tous du Covid, ce qui a permis pour vous à la fois de faire une pause et de réfléchir à ce que vous vouliez donner à Alexandre, aux enfants différents et à la société. Alors racontez-nous un peu votre démarche, ce que vous avez imaginé. 2020, c'est le moment du Covid, mais en même temps, c'était le moment où moi j'avais décidé de m'engager, de lancer ce projet un peu fou, de dire, vous verrez ce que vous verrez à la société de manière générale, mais nos enfants différents, ils pourront vous étonner parce qu'ils sont capables. Ils sont capables de travailler, ils sont capables aussi de faire des belles choses. Le concept a été mûri pendant une année justement auparavant, toute l'année 2019. On était en voyage avec la famille,
justement pour que j'ai la force et le courage de pouvoir me lancer et donc quitter une carrière confortable, bien payée, pour entreprendre un projet entrepreneurial aussi challenging que celui-là. On est parti 1 an en voyage autour du monde avec femme et enfants, avec ma femme et mes 3 enfants, parce que je savais que pour quitter une carrière, une route assez tracée, en fait, et surtout une conception sociale des choses, eh bien, je devais avoir beaucoup de courage. Et j'avais peur d'en manquer. Donc, j'ai proposé à ma famille de prendre 1 année, de façon à ce que je puisse me nourrir, me gaver de cette énergie, de cet amour avec mes enfants, avec ma femme, et puis d'être prêt, en fait, au retour, de pouvoir me lancer dans cet inconnu. Donc, ça m'a donné la force de dire, allez, maintenant, j'y vais. De mûrir, d'être en pause, d'être en relation très particulière avec vos enfants, avec Alexandre notamment, j'imagine, avec votre épouse. Et donc après, le déclencheur 2020, vous rentrez en France. On rentre fin 2019. Vous habitez en Île-de-France, en Île-de-France, en région parisienne. Et puis fin 2019, on revient. Et là, c'est le moment de se lancer, de tout quitter pour aller dans ce chemin-là. Et là, l'assemblage de l'équation, c'était de dire il me faut un démonstrateur par l'exemple de la capacité de travail de nos enfants différents. Donc j'ai créé Biscornu dans cet esprit-là, de dire Biscornu, c'est l'emblème de la différence. C'est la revendication de cette différence aussi. C'est le parallèle avec des fruits et légumes biscornus, des fruits et légumes déclassés, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent d'un cadre donné, une convention donnée. Alors Biscornu, parce qu'on ne l'a pas précisé au début, Biscornu, qu'est-ce que vous faites ? Et Biscornu, justement, c'est une maison de gastronomie inclusive. On est un traiteur événementiel qui faisons des cocktails d'événements d'entreprise ou de gros événements sportifs ou publics. Ou de particuliers parfois ? Et parfois de particuliers, mais c'est plus rare. C'est plus centré sur les entreprises, les événements sportifs. Très centré sur les entreprises pour passer le message de la capacité de travail de nos enfants différents. Et donc, on veut démontrer qu'ils sont capables de faire le meilleur, mais pas juste individuellement, en rassemblant comme dans des équipes de foot des stars, mais c'est plutôt de rassembler des personnes qui ont des talents en étant différents et de faire en sorte que ce soit une équipe constituée de plein de fragilités, mais aussi plein de forces et plein de talents qu'on va pouvoir assembler. Et c'est cet assemblage-là, constitué de plein de biscornuités et de plein de personnes biscornues, qui fait qu'on va réussir à faire de l'excellence. Donc, tout le leitmotiv de notre projet, c'est transformons ensemble l'exclusion en excellence collective. Donc Biscornu, ça doit être la partie visible de l'iceberg. C'est cette partie qui rayonne et qui démontre tous les jours la capacité de travail sans compromis du plus haut niveau d'exigence de ces jeunes porteurs de handicap cognitif et mental. Donc Biscornu, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 41 salariés permanents, 80 extras en service qui viennent pour servir des pièces cocktails d'exception dans des entreprises, dans des institutions publiques, dans des manifestations sportives. Chaque jour, les convives, ils voient le résultat du travail de ces jeunes-là. Ils le voient à travers des pièces cocktails d'exception, donc des pièces gastronomiques, des pièces cocktails, et puis par le service, qui est aussi métronomique, qui est calibré pour que ce soit du plus haut niveau. Que vous disent les parents et même les jeunes quand ils peuvent s'exprimer et parler, quand vous leur dites qu'il y a un job pour toi chez Biscornu ? Quand j'ai lancé le projet, beaucoup de gens se sont mobilisés pour dire nous on a envie d'en faire partie et nos enfants aussi. Eh bien des gens sont venus même jusqu'à mon domicile parce qu'ils avaient vu où j'habitais et donc ils sont venus jusqu'à mon portail sonner et puis me dire s'il vous plaît prenez mon enfant. Quand je leur ai dit il n'y a plus assez de place, c'était pas possible normalement, je pouvais pas dire ça. Et donc j'ai dit je prends votre enfant, je prends votre fille. Et les gens pleurent en fait dans ces cas-là. Beaucoup de gens ont pleuré qu'on puisse donner la chance à leur enfant différent de tenter cette aventure d'avoir une existence au milieu des autres. Et alors il y a une particularité aussi dans la provenance des produits que vous utilisez chez Biscornu, c'est que tout est local et je crois que vous êtes un des rares, voire le seul traiteur en France qui n'utilise pas de chocolat. Exactement. Et voilà, ça c'est une particularité forte, je pense, et une identité forte, de dire nos jeunes porteurs de handicap cognitif et mental, c'est eux qui peuvent aussi montrer un certain chemin d'engagement. Et là, c'est un engagement très fort de dire nous sommes sans doute le seul traiteur en France à ne pas faire de chocolat. Parce que les fèves de cacao... Parce que les fèves de cacao, elles viennent pas de France et que ça crée de la déforestation. Et même si c'était bien fait à l'étranger, je dirais que ça crée du carbone, ne serait-ce que de faire venir ça de l'autre bout de la planète. Donc nous, l'engagement, c'est de dire, sur notre territoire, on a suffisamment de variétés de produits et de richesses naturelles pour qu'on puisse démontrer par l'exemple qu'on est capable de faire des super bonnes choses sans pour autant faire venir des produits de l'autre bout de la planète. Donc pas de chocolat, pas de mangue, pas d'avocat. Exactement. Pas de mangue, pas d'avocat, pas d'ananas,
Pas de goyave. Et ben oui, parce que sur les engagements qu'on a, c'est aussi de trouver des solutions à une décarbonation. Donc, essayer de montrer que ce sont des modèles économiques possibles. Au-delà de Biscornu, vous disiez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Il y a un système pour montrer à la société que les enfants différents peuvent faire vraiment partie de la société. Alors, vous avez créé deux autres dans le triptyque, 2 autres structures. Exactement, un triptyque, donc c'est un écosystème complet d'inclusion. La méthode ABC. A comme affûté, B comme biscornu et C comme chaméléon. Biscornu, c'est la luciole, donc ça doit être visible et ça doit être la référence, quelque chose qui attire et qui démontre sans compromis la qualité de travail. On sort de l'ordinaire, on fait le parallèle avec les fruits et légumes biscornus qui sont déclassés, hors calibre, ça ne rentre pas dans le cadre. Mais justement, personne n'a dit qu'il faut les jeter, ces fruits et légumes, mais collectivement, ça revient à 45% de la production de fruits et légumes qui est jetée, qui est gâchée dans le monde, parce qu'on n'a pas construit de cagettes pour tous les formats de fruits et légumes. Donc on n'a pas construit de chemin pour ces fruits et légumes. Eh bien, c'est le parallèle avec nos enfants. Et ça doit être très visible et c'est symbolique en même temps. Tout le monde le comprend bien. Le A du projet, c'est affûter. Ça veut dire qu'on veut affûter les compétences de ces jeunes porteurs de handicap cognitif et mental. Donc des jeunes porteurs de trisomie, porteurs d'autisme, de dyspraxie ou d'autres types de handicap cognitif et mental. Eh bien, on va les emmener vers un avenir professionnel. Et pour ça, on a développé un triptyque d'apprentissage, donc une formation innovante, qui est constituée de 3 piliers fondamentaux. Le premier des piliers, c'est la méthode d'apprentissage universelle, qu'on a baptisé les FUT, les fiches universelles de tâches élémentaires. On décompose tous les gestes, pas à pas, de chaque tâche élémentaire d'un métier donné, par des dessins. Comme ça, mon fils qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas parler, eh bien en fait, il voit simplement l'enchaînement des gestes qu'il a à faire pour faire la tâche élémentaire. Et donc, ça devient compréhensible. Et c'est une façon d'apprendre un métier à n'importe qui, finalement, qui ne sache pas forcément maîtriser la langue. Et on surmonte comme ça la barrière de la langue pour l'apprentissage, ce qui était impossible la plupart du temps. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, avant de rentrer chez Biscornu, ils ont une formation. Oui. C'est ça, donc Alexandre est en formation actuellement. Mon Alexandre est en formation chez Affûté, donc dans cette association qui est aussi un organisme de formation et qui a ces 3 piliers pour l'emmener le plus loin possible dans l'apprentissage et le niveau d'aptitude, de compétences qui va permettre de trouver une place légitime pour lui. Donc le premier des piliers, c'est la méthode, les FUT. Deuxième pilier, c'est le modèle d'apprentissage qui est au cœur des entreprises. Donc on réintroduit la différence du handicap cognitif et mental au milieu des salariés. Donc le modèle d'Affûté, c'est de former au cœur des entreprises, au cœur des salariés. Et le troisième pilier d'Affûté, c'est le principe lui-même, qui est un peu innovant, puisque là, on va transformer l'employeur en formateur. Jusqu'à présent, les entreprises attendent qu'on leur présente un CV, donc qu'une personne se présente en ayant un CV qui convienne exactement à leurs besoins, en disant « vous avez un poste à pourvoir, et voilà, je me présente, j'ai un CV qui correspond ». Et on leur dit « non, ça, c'est pas du jeu dans le modèle d'inclusion, il faut que vous soyez partie prenante et acteur ». Pas simplement spectateur et en attente de quelqu'un qui se présente. Et voilà le chemin qu'on propose d'inclusion en fait à ces entreprises, c'est de dire, si vous voulez devenir acteur, eh bien, vous allez devenir même le formateur de nos jeunes porteurs de handicap cognitif et mental. Et donc, c'est là-dessus que repose toute l'alchimie de compréhension entre un porteur de handicap cognitif et mental et un salarié d'une entreprise. Dans un sens, on va comprendre les besoins d'une entreprise, les attentes du niveau d'exigence d'une entreprise, et dans l'autre sens, le salarié d'une entreprise va comprendre ce que peut bien faire un porteur de handicap et ses limites également, donc ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est dans cette rencontre, qui va durer le temps d'une formation, c'est-à-dire 10 mois, que les deux vont s'ajuster, se comprendre et définir ensemble un chemin d'avenir professionnel possible. Et ça prend du temps pour le salarié qui reçoit, pour l'entreprise. Le salarié voit le porteur de handicap combien de fois par semaine il est tout le temps avec lui Le programme de formation, c'est sur 3 demi-journées par semaine, pendant 10 mois. Et donc, le jeune vient sur des demi-journées se former avec le salarié qui vient l'accompagner, lui montrer les gestes. Et donc, on vient avec des experts du handicap affûtés, coacher, encadrer et former le salarié d'entreprise qui est volontaire pour former notre jeune porteur de handicap. Donc on vient lui dire comment s'y prendre avec un jeune autiste. Voilà, alors, quel type de métiers sont concernés? Vous avez, Alors c'est tous les métiers dans lesquels il y a des tâches élémentaires. Oui. Les tâches élémentaires, c'est par exemple éplucher une carotte.
éplucher une carotte, c'est une tâche élémentaire. C'est le minimum d'employabilité ou de besoin d'un employeur qu'il va pouvoir exprimer. Mettre en rayon dans un supermarché, c'est une tâche élémentaire. Préparer la salle de bain d'un hôtel, c'est une tâche élémentaire. Si vous avez toujours à mettre le kit d'hygiène au même endroit, par exemple. Donc des tâches élémentaires, il y en a dans toutes les entreprises et ça peut être aussi bien dans le tertiaire que dans la partie manuelle. Donc on a commencé, nous, dans la restauration collective. Et donc on a démarré dès 2021 avec des grands groupes de la restauration collective, donc Compass, Elior, Sodexo, Serenest, pour identifier ces fameuses tâches élémentaires dans leur domaine. Et ça peut représenter des milliers d'emplois pour des tâches élémentaires, des tâches répétées. Puisque le constat, c'est que nos jeunes porteurs de handicap cognitif et mental, qui représentent à peu près 2 millions de personnes en France, eh bien, ils ont une appétence et un super pouvoir que nous, les neurotypiques, n'avons pas. C'est la plupart du temps d'aimer la répétition des gestes, la répétition d'actions. Cette répétition, elle est souhaitée parce que ça rassure. Ils ont quelque chose qu'ils comprennent bien, qu'ils peuvent exécuter. Quand l'environnement de travail, c'est-à-dire les parents, l'équipe, elle est satisfaite du travail fait, eh bien, il y a une réciprocité d'émotions en fait, entre un jeune qui fait quelque chose, son équipe qui dit « je suis content de toi, tu as bien bossé aujourd'hui », et donc l'envie de pouvoir recommencer, de reproduire ce schéma pour avoir aussi un accès dans cette société. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pour aller proposer ces chemins d'inclusion aux employeurs qui ont le besoin de plus d'employés pour faire des tâches élémentaires. Donc remplir des carafes d'eau pour des cafétérias, servir en fait des sandwichs ou des plats tout simplement dans des restaurants d'entreprise. Tout ce que je viens de citer avant comme tâches élémentaires, il y en a besoin dans toute la France et dans tous les restaurants collectifs. Donc c'est pour ça qu'il y a un boulevard, je dirais, pour essayer d'analyser ensemble, avec les employeurs eux-mêmes, les fameuses tâches qui peuvent être regroupées pour faire des demi-postes ou des quarts-postes, c'est-à-dire des temps partiels par jour, et qui permettront à nos enfants d'être au bon endroit pour faire les tâches qui leur correspondent exactement et dans lesquelles ils vont pouvoir être extrêmement doués parce qu'ils vont être justes. Les jeunes qui sont en formation et qui sont ensuite embauchés dans les entreprises ? Exactement. C'est tout le sens du projet. C'est de dire nos enfants, ils seront au milieu de nous tous. Et donc, ces jeunes qui sont en formation, ils sont apaisés, heureux. Comment est-ce que vous les voyez après 10 mois de formation ? J'imagine que vous faites des points réguliers avec eux, avec le tuteur. Ils suivent un cursus qui est un peu inverse à ce qu'on apprend d'habitude. D'habitude, vous devez atteindre un diplôme, un CAP, un BEP, un bac, enfin peu importe. Mais on vous dit, vous n'aurez une vie dans cette société que si vous avez un diplôme. D'accord ? Et nous, on va faire le schéma exactement opposé en disant, on ne sait pas jusqu'où tu iras, toi, le jeune porteur de handicap, mais on croit en toi. On va construire ton chemin, et ce chemin-là, il va être une succession de succès. Et donc, on voit des jeunes qui s'ouvrent au fur et à mesure des formations. Pour vous donner l'exemple, en même temps que mon fils, en 2021, quand on a commencé ces formations, il y avait une jeune fille qui n'osait même pas parler, qui n'osait pas nous regarder dans les yeux, qui n'osait pas montrer qu'elle voulait faire quelque chose. 3 ans après, je l'ai revue récemment puisqu'on était chez AXA pour un atelier avec leurs salariés et avec cette jeune fille. C'est elle qui leur montrait comment faire les gestes techniques dans le métier de la restauration. C'est elle qui était devenue complètement à l'aise à parler avec tous ces gens-là et à montrer comment faire les opérations de façon professionnelle. C'est ce genre de chemin qu'on construit en fait avec eux. Ça réside beaucoup dans la confiance en eux, en fait, qui a souvent disparu au fur et à mesure des regards dans la rue. Quand les gens regardent nos enfants avec pitié, ça part d'une bonne intention. Tout le monde a envie d'être compatissant et de dire je compatis parce que toi, tu n'as pas la même chose ou la même chance que moi de pouvoir faire des choses. Mais ce regard-là, il tue nos enfants, quelque part, parce que ça les condamne dans ce qu'ils n'ont pas. Et nous, on aimerait bien, les parents, et puis eux aussi en premier, nos enfants, ils aimeraient bien qu'on les regarde avec ce qu'ils ont comme talent, avec tout ce qu'ils sont comme êtres humains, avant tout, et donc pas de jugement. On va passer à la deuxième partie de notre entretien, qui est votre vision de la société. On l'a déjà pas mal évoqué au fil de la discussion. Comment est-ce qu'on explique que les enfants que vous accueillez, et notamment votre fils aîné Alexandre, n'aient pas de place dans notre société, n'aient pas de place en IME, n'aient pas de place en entreprise et qu'il faille prendre à bras-le-corps, finalement, créer une entreprise, qu'un papa crée une entreprise. Comment est-ce qu'on explique qu'on s'en soit arrivé là ?
Eh bien, on en est arrivé là parce qu'on a segmenté la société en catégories. Et il y avait une catégorie qui est celle des porteurs de handicap cognitif et mental qui a été mise de côté. Alors par bonne intention, encore une fois, de dire on va créer un monde à part pour ces jeunes-là qui ne peuvent pas rejoindre notre milieu ordinaire facilement. En séparant les choses, eh bien, ça ne permet plus d'avoir une compréhension d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire on se comprend avec nos différences et donc on va construire un chemin ensemble. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a construit le monde protégés, où il y a des IME, des structures médico-sociales qui sont très bien et qui sont parfaites pour pouvoir prendre en charge nos enfants. En revanche, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une imperméabilité au reste du monde et au milieu ordinaire. Et c'est cette reconnexion, ou cette connexion qu'il faut réétablir, en fait, entre ces deux mondes-là. Et donc, à un moment donné, il y avait nos enfants qui pouvaient et nos enfants qui ne pouvaient pas aller vers ce milieu ordinaire. Donc, dans mon cas, dans le cas de notre enfant, Alexandre, c'est à l'âge de la fin de primaire, classe Ulysse, où on dit ça ne sert à rien de poursuivre, parce que comme il ne sait pas lire, il n'y aura pas de chemin pour lui. Et donc, c'est de créer en fait ces chemins-là, qui soient à la fois construits avec l'aide des experts des structures médico-sociales, qui ont plein de compétences pour encadrer, emmener nos enfants vers davantage d'autonomie. Et puis, ce milieu ordinaire des entreprises, c'est à cette jonction précisément qu'il n'y avait pas d'existence, on va dire, de connexion forte, et puis de construction de structures qui permettent de construire des chemins d'avenir dans ce milieu professionnel pour ces porteurs de handicap cognitif et mental. Et c'est à cette jonction précisément qu'il faut travailler ensemble. C'est un travail minutieux qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de méthodes et beaucoup de collaboration en fait. Et c'est ce qu'on espère en fait construire dans les années qui viennent. Merci beaucoup Olivier Tran. On arrive à la fin de notre entretien et la question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous au micro ? Alors, il y a quelqu'un qui m'a précédé dans ce chemin-là, qui s'appelle Jean-François Dufresne, qui est papa aussi d'un enfant qui est autiste sévère et il a réussi à construire toute une organisation pour des groupes de jeunes autistes dans son ancienne entreprise qui est Andros, à Auneau, dans l'Eure-et-Loir. Et donc, ce serait aussi un témoignage formidable à recevoir d'une personne engagée comme moi. Merci beaucoup Olivier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Biscornu. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les engagés sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. Et à bientôt. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL.